Bienvenue sur Phys au micro. Ce podcast est né d'un constat simple. On parle beaucoup de performance, mais rarement du long terme. Rarement de la science couplée à l'expérience et de ce qui se passe sur le terrain. Ici, je donne la parole à des coachs, des athlètes, des professionnels de la performance pour prendre du recul, confronter des points de vue et mieux comprendre ce qu'on fait à l'entraînement ou en compétition. Bonne écoute. Salut Megan, j'espère que tu vas bien. Bah, ça va et toi? Ça va, ça va. Allez, on commence direct le podcast. Est-ce que tu peux te présenter là assez rapidement? Qui es-tu? Que fais-tu? Oui, alors, je suis Mégane, je suis kiné, à La Roche-sur-Yon. Je suis spécialisée dans le sport et plus particulièrement dans le crossfit. J'ai aussi une spécialisation dans le périnée et aussi notamment dans le sport pour tout ce qui est fuite urinaire à l'effort. Je travaille au cabinet la majeure partie de ma semaine. Je travaille avec FIS pour la partie réhab et warm-up et j'ai aussi des personnes que j'ai en suivi perso, pour, des retours de blessures. Top. Euh, les blessures. Qu'est-ce que tu rencontres là chez tes crossfitters? Qu'est-ce que tu rencontres le plus en termes de blessures? Alors c'est surtout l'épaule. Et je pense l'endroit le plus touché chez les crossfitters. Parfois le dos et les genoux, mais ça reste, quand même, majoritairement épaules et coudes aussi. Ok. Et le coup de souvent à cause de l'épaule? Ouais et par souvent à cause d'un manque de mobilité en rotation externe au niveau de l'épaule et du coup ça compense sur le coude et heu et on part sur une petite tendinopathie. Ok. Pourquoi l'épaule elle est vraiment touchée chez le crossfitter? Ben, tous nos mouvements au crossfit sont il y a de l'épaule partout. Il y a très peu de mouvements où on n'a pas d'épaule, que ça soit en gym suspendu, gym au sol ou en haltéro. Et l'épaule, c'est une articulation qui est hyper complexe puisque, ben, c'est 5 articulations, en fait, l'épaule, qui doivent bien fonctionner ensemble avec, un gros hamac musculaire qui doit stabiliser l'épaule et souvent, c'est au niveau musculaire que ça pêche, au niveau stabilité, c'est des petits muscles qu'on vient pas souvent bosser dans le crossfit. On bosse beaucoup les gros, on fait beaucoup de global et il manque un peu ce travail spécifique. Ok, c'est les régimes de contraction qui manquent ou c'est vraiment la sollicitation de certains muscles? Il y a un peu des 2 parce que, enfin, dans le crossfit, sur un entraînement classique, déjà, on fait tout en bilatéral, donc ça, je pense que ça contribue à faire qu'on travaille pas assez la stabilité de notre épaule. On manque un petit peu de renforcement unilatéral et on manque un petit peu de variabilité dans les régimes de contraction. Un peu d'isométrie pour nos tendons, ça fait du bien et pas que faire du concentrique lourd et bilatéral. Ouais, donc si on fait tout le temps des classes, ça peut vite être, limitant quoi, sur ça. C'est ça et surtout, ben, quand on monte en progression, qu'on peut avoir des mouvements de plus en plus challengeants, de la gym de plus en plus complexe, bah, c'est là où il va falloir avoir ce renforcement, spécifique à côté. Qu'est-ce qui fait toi que, par exemple, quelqu'un qui s'entraîne depuis, allez 2-3 ans, d'un coup, il peut déclencher justement ce style de pathologie? Souvent, c'est quoi les curseurs qui font basculer vers la tendinite ou autre? Bah, souvent alors soit c'est, des gens qui s'entraînent de plus en plus. Souvent quand on commence le crossfit, on fait, 2 voire 3 entraînements semaine et puis après on se prend au truc, on passe à 4, 5, voire parfois 6 pour certains. Donc parfois c'est le volume qui fait qu'au bout d'un moment, bah, ça supporte plus. Il y a aussi les mouvements qu'on va acquérir et les charges qu'on va mettre. Au début, on peut pas charger très lourd et on est sur des mouvements relativement, simples, sur du tirage aux anneaux, sur, des pompes peut-être sur les genoux et puis quand on va monter en difficulté, qu'on va passer en gym inversé, en HSPU ou, sur des tractions, des toes to bar, des chest to bar et cetera, bah, ça va être plus exigeant pour notre épaule et on n'aura pas forcément fait le renforcement, spécifique à côté qui va nous permettre de gérer ces mouvements-là correctement. OK, donc en fait, quand on commence à avoir des mouvements un peu plus complexes, l'idée ce serait clairement d'avoir une transition sur la manière, de s'entraîner en fait, finalement. C'est ça, à mon sens, quand on va sur des mouvements plus complexes, on est obligé d'avoir du renfort un peu plus spécifique à côté ou en unilatéral, en isométrie, en excentrique, en concentrique pour, être sûr d'avoir une épaule, solide et qui est capable d'encaisser tout ça. OK. Est-ce que c'est souvent le volume, le curseur de blessure ou ça peut être d'autres paramètres externes, Alors c'est dur de donner un truc, ça Ouais, dépend vraiment des gens. ouais. Ça peut être le volume, le fait, bah, aussi quand on prend du niveau en crossfit, peut-être qu'au début on faisait, pas moi, 20 pull-ups sur une séance et puis assez rapidement dans les WOD, on a des volumes de 100 pull-ups, avec d'autres mouvements donc ça aussi, ça peut poser problème. Ça peut être des problèmes d'endurance des muscles de l'épaule
et après ça peut aussi être des problèmes d'activation, c'est-à-dire comme on vient pas faire ce renforcement spécifique, on arrive à compenser, à trouver un autre chemin et au bout d'un moment, bah, le l'itinéraire bis fonctionne plus, quoi. Ouais, la compensation a ses limites, quoi. C'est ça. OK. Et souvent aussi, je vois des cas, des personnes qui se blessent souvent, dès qu'il y a un changement dans leurs paramètres de vie, et des une bless ils ont toujours bougé pendant, je sais pas, 7, 8 ans de la même manière et la compensation, tenait bon et genre, ils dorment moins ou ils changent de travail et cetera. Ça, c'est aussi quelque chose que tu Heu, rencontres? oui, c'est sûr. L'aspect récupération et dans quel état on est en dehors du sport, parce que bon, enfin, le sport, c'est une chose dans notre vie, mais comment on dort, comment on mange, comment on est stressé aussi, comment on s'hydrate. Après même des stress, positifs, hein, quand on devient, parent, une préparation d'un mariage, des choses comme ça qui se rajoutent dans les choses à gérer dans notre quotidien, fait qu'on a moins de disponibilité pour gérer l'entraînement et le stress que l'entraînement, impose. Donc forcément, ça passera moins bien ces Et périodes-là. comment t'expliquerais aux gens là qui connaissent pas trop, l'entraînement, comment ça fonctionne la dose de stress, globale pour le corps, pour simplifier les choses? Bah, moi, j'utilise souvent la métaphore du seau, enfin de l'arrosoir qu'on remplit, qu'on remplit, qu'on remplit de stress. Donc les stress, ils peuvent être mécaniques, donc c'est ce qu'on fait, à l'entraînement ou, ce qu'on fait au travail si on a un travail physique. Ils peuvent être, mentaux, si on a des périodes un peu compliquées dans notre vie, si on dort pas bien, si on peut parler de stress métabolique si on mange pas bien. Donc on remplit notre arrosoir de stress. Si on le vide pas de temps en temps avec une bonne phase de sommeil, du repos, peut-être un peu de méditation pour certains, de yoga, enfin des activités plus calmes, bah, le l'arrosoir va se remplir jusqu'à déborder et c'est là qu'on crée la pathologie. Peu importe ce qui l'a fait déborder en fait, si c'est le sommeil, si c'est, le stress du quotidien ou si c'est l'entraînement. Ouais, c'est rigolo parce que c'est souvent pas forcément la séance, de trop qui fait déborder, c'est souvent un facteur externe, parce qu'au final, de manière globale, j'ai l'impression que la plupart des gens ont un volume, plutôt stable, d'entraînement, donc c'est à peu près tout le temps la même quantité de stress. Mais il y a un paramètre, extérieur qui vient se greffer et C'est et souvent tout explose parce que les gens ils sont border justement sur cet arrosoir, qui est toujours un peu trop plein. c'est souvent le cas, oui, la blessure, elle arrive pas par hasard et pas, et c'est si elle arrive maintenant et pas, il y a 3 mois en arrière, c'est pas pour rien. J'ai une question qui peut intéresser du monde, je pense. Qu'est-ce qui fait, quand tu vois quelqu'un en consulte ou en suivi, que tu peux te dire que cette personne-là, elle est vouée à durer dans l'activité et une autre qui n'est pas vouée, quels sont les curseurs un petit peu, pour toi, pour se dire: «Bon, bah, lui, il pourra durer dans l'activité et l'autre, peut-être pas»? Ça dépend de ce que les gens mettent derrière l'activité. Il y a un peu un profil de patient qui, je pense que le sport est vraiment très, 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 très important, peut-être, parce que ça leur permet de décharger, leur journée ou parce que ça leur permet d'atteindre des choses qu'ils pensaient pas atteignables et qui sont, à fond tout le temps et on sent qu'ils sont un petit peu border dans leur pratique. Ils vont toujours pousser à fond jusqu'à plus pouvoir, jusqu'à même avoir des douleurs, même si et bon, bah, c'est pas trop grave pour eux et si on n'arrive pas à leur faire entendre que, ben, c'est un plus intéressant de durer, d'être un peu plus progressif, de prendre un peu plus son temps, ça, c'est des gens qui vont avoir un peu du mal à durer, qui vont se blesser tout le temps, en fait, parce qu'ils seront toujours à la limite et qui pousseront toujours cette limite jusqu'à ce que ça marche plus, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment ça Et pour moi. sur le plan mécanique, quand tu fais, des tests, par exemple, tu peux faire, chez les gens, est-ce qu'il y a des curseurs de rotation externe, interne? Tu te dis: «Bon, bah, eux, c'est une bonne gestuelle, à mon avis, ça peut durer dans l'activité» ou alors, est-ce qu'il y a des choses que tu vois qui sont communes aux gens qui durent dans l'activité, notamment la compétition au CrossFit? Est-ce que tu vois des points communs entre ces personnes-là? Alors après, bah, c'est sûr qu'une bonne mobilité, enfin, d'avoir des minimums, on va dire, en mobilité et surtout en force. Parce que bon, si on est souple, mais qu'on n'arrive pas à activer nos muscles dans ces amplitudes-là, ça sert pas à grand chose. C'est bien pour pas se blesser. Après, d'un autre côté, tout se travaille. Donc, si les gens sont prêts à venir bosser leur mobilité, sauf, gros traumatismes qu'ils ont eu, avant, des accidents de vie, des choses comme ça, mais il y a rien qui est irrécupérable non plus. Donc, Ouais. Pour toi, il y a pas de fatalité, tout le monde peut durer, juste chacun son approche, quoi. c'est ça et puis, ben, peut-être qu'effectivement, il y en a certains, il faudra mettre plus l'accent sur la mobilité, le travail des amplitudes, parce qu'ils seront plus raides, par rapport à leur passif sportif ou par rapport à leur mode de vie
Mais s'ils sont prêts à faire ce travail-là, il y a pas de raison qu'ils puissent pas durer dans l'activité. C'est vrai que le passif sportif, il joue quand même énormément sur la disponibilité à encaisser du CrossFit quand même, en termes de coordination, de mobilité, de rotation de hanches, d'épaules. C'est sûr Et que des sports à prédominance quand même, je vois ceux qui ont fait de la gym, de l'athlé, c'est des gens qui s'en sortent assez rapidement, finalement, un peu partout. ouais, c'est des mouvements ils avaient déjà des mouvements complexes avant, beaucoup d'explosivité dans leur sport, donc Ouais, ouais, capacité à réitérer, des efforts. Ce podcast est réalisé en partenariat avec Marion Fléchière, diététicienne. Sa vision de la nutrition est simple et positive. De la bienveillance, du plaisir à manger et zéro frustration. Pas de règles rigides, ni de pression inutile, mais des choix intelligents et accessibles. L'objectif pour Marion est simple, c'est de t'aider à construire des habitudes efficaces, durables et qui s'intègrent vraiment dans ton quotidien. Que tu sois sportif ou non. Une approche concrète, réaliste sur l'alimentation, pensée pour durer et te faire du bien. ah, après j'ai l'impression que dans le CrossFit, on en parle quand même de plus en plus parce que, bah, il y a enfin, c'est pas qu'il y a de plus en plus de problèmes, mais il y a quand même une vraie problématique. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées, donc enfin, faut vraiment en parler. De toute façon, il y a une femme sur 3 qui aura ou qui a eu des fuites urinaires un jour, donc c'est pas du tout, anecdotique. Après, du point de vue du coach, pour aborder le sujet, je j'ai pas trop de solutions parce que je suis pas dans cette, posture-là. Mais en tout cas, enfin, faut pour les adhérentes, faut vraiment en parler puisque sinon le coach peut pas adapter et c'est comme tout, c'est comme les douleurs. Si on fait rien, enfin, si on évite les mouvements qui nous posent problème, on progressera pas et si, on fait comme si de rien n'était en allant à chaque fois chercher les limites, de notre périnée ou, de notre caisson abdominale, bah, en fait, on va que entretenir le problème. Faut être entre les 2 et c'est vraiment en coopération avec le coach. Donc faut en parler au coach. Et moi, j'ai eu le cas hein, de femmes, du coup, qui ont pas encore eu d'enfants, qui ont des problèmes de périnée, sauf qu'en fait, dans les mœurs, j'ai l'impression qu'on croit qu'il faut avoir un enfant pour retravailler son périnée. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que ces personnes-là, elles osent pas en parler de peur de pas être normales. Euh, Ça peut arriver à n'importe quel moment. Oui, bah, clairement parce qu'on est très mal éduqués. Enfin, en tant que femme, on nous parle jamais de notre périnée jusqu'à ce qu'on soit, enceinte ou qu'on ait accouché. Donc il y a vraiment des problématiques à tout âge et souvent c'est pas le périnée qui pose problème, c'est la gestion de la pression abdominale. Donc ça va être les abdos, le dos, la respiration. Le périnée, c'est la conséquence en fait, enfin, c'est le symptôme des fuites urinaires, mais en fait souvent le périnée va très bien. Il est assez fort, mais c'est juste qu'il se prend tellement de contraintes parce que, ses voisins du dessus font pas leur boulot que, bah, que c'est lui qui lâche. Mais souvent, c'est au-dessus que ça se passe. Ok. Et je vais aussi parler d'un sujet, c'est que est-ce que les hommes ont un périnée et comment ça se passe pour eux? Parce que j'ai l'impression qu'aussi là, il y a un vide complet. Alors les hommes ont le même périnée que nous, c'est les mêmes muscles à peu de choses près et bon, les organes sont différents, mais les muscles sont les mêmes. On peut aussi avoir des problématiques de périnée, elles vont juste pas ça va pas être des fuites urinaires parce que, ben, voilà, le l'anatomie est pas la même, mais ça va être des douleurs de dos, récurrentes. Ça peut être, aussi, bah, tout ce qui est, hémorroïdes et compagnie. Enfin, tout ça, c'est souvent des problématiques de gestion de pression abdominale. Ok. Et qu'est-ce que tu conseilles là, comme ça, assez succinctement, comme style de renforcement? Quel style de méthode tu utilises toi dans tes suivis? Déjà la respiration, pour moi, c'est le numéro un puisque c'est ça qui va nous aider à gérer les pressions. Le diaphragme abdominal, donc le muscle de la respiration, ben, fait miroir au périnée, donc ils fonctionnent vraiment ensemble. Déjà bien respirer sur ces exos. Souvent, quand il y a des fuites urinaires à l'effort, ben, on se met en apnée ou, on est dans l'effort, donc on a une respiration plus saccadée, essayer de travailler ça. Donc ça peut se faire sur du yoga, sur du pilates, enfin, c'est des choses qui sont très développées dans ces disciplines-là et après pour le travail des abdos, bah, apprendre à gérer les pressions, apprendre à travailler son transverse qui est la couche la plus profonde des abdominaux et ça, moi j'utilise beaucoup le pilates dans mes rééducations parce que c'est un peu le fondement de la méthode et je trouve que pour les crossfitters, ça nous ferait pas de mal. On est toujours, on a toujours beaucoup de pression, des grosses charges, on a beaucoup de force au niveau des abdos à développer, donc de partir sur des choses un peu plus maîtrisées, un peu plus contrôlées, ça nous ferait vraiment du bien. Ouais, je trouve que du coup, bon, c'est mon avis personnel, le pilates se suffit pas à lui-même.
Mais en tout cas, il est assez complémentaire au final, on fait beaucoup de choses hyperpressives quand même au CrossFit et du coup, le pilates est hypopressif si je me trompe pas, dans quelques Ouais, approches quand même. plus en tout cas que le CrossFit. Voilà et je trouve ça se complète bien. Ça fait une activité, qui est challengeante quand même pour en avoir fait un petit peu. Hem et puis du coup, ça permet quand même, je trouve c'est un des curseurs pour pas mal de crossfitters pour, prévenir, bah, par exemple, les problèmes de dos comme tu disais, Ouais, on a quand même ouais, carrément, je trouve, enfin, je suis assez d'accord avec toi. Je donne des cours de pilates aussi, donc je connais bien la méthode. C'est pas suffisant pour être en bonne santé. Par contre, pour le crossfitter, pour travailler la posture, l'allongement de la colonne, la gestion de la pression abdominale, l'engagement des abdos profonds, c'est vraiment hyper intéressant puisque c'est des choses qui sont absentes de notre discipline à nous et qui sont nécessaires quand même. et si on bifurque justement sur la santé, pour toi, quelqu'un qui est en bonne santé, qu'est-ce qu'il doit faire dans son quotidien, on va parler santé physique principalement, mais mentale forcément aussi. Qu'est-ce qu'il doit faire dans son quotidien comme style d'activité pour un minimum, s'y retrouver? Alors sans donner forcément des disciplines, mais on peut, mais Ouais, pour moi, le renforcement musculaire, c'est indispensable. Je trouve que c'est vraiment ce qui manque. Les gens ont bien compris qu'il fallait, marcher, faire du cardio aujourd'hui, mais le renforcement musculaire, ça a plus de mal à passer. Pour moi, c'est vraiment hyper important. Enfin 2 fois par semaine, ça serait un bon minimum et avoir à côté de ça une activité cardio avec, du cardio basse intensité, donc peut-être du vélo, de la marche, un petit peu rythmée ou, pour de la course si, on était bon coureur avant et avoir, 1 fois par semaine un petit peu d'intensité dans notre cardio, des sprints, sur vélo ou pas, hein, enfin ou en courant, peu importe, mais avoir quand même un petit peu ce pic d'intensité. et plus on avance dans l'âge, plus comment tu sélectionnerais les choses en termes d'ordre de priorité? Parce que j'avais lu que les plus de 65 ans, 1re chose qui fait qu'on a des accidents, c'est les chutes. Donc, c'est un peu la motricité. Ouais. Du coup, je me disais, est-ce que bon, c'est quand même le cœur qui nous emmène au bout? Est-ce que du coup, c'est les muscles ou le cœur qui est prioritaire? Ou est-ce qu'on n'a pas trop de choix à faire entre les 2? Comment Bah, idéalement, ça serait bien de faire les 2, mais ce qui est vraiment manquant chez les personnes âgées, c'est le renforcement musculaire qu'elles font pas du tout et effectivement, bah, tomber, c'est une chose, mais faut pouvoir se relever ou tout simplement même se relever de son canapé, quand on a, 80-90 ans, bah, c'est pas inné, ça s'entretient avant. Donc le renforcement musculaire, c'est hyper important pour ça. Après, bon, dire qu'il faut pas faire de cardio, je peux pas non plus, mais en tout cas, il faudrait, mettre beaucoup plus l'accent sur le renforcement musculaire et si je peux dire, même notamment chez les femmes, on a beaucoup de problèmes en périménopause, de symptômes, de douleurs articulaires, musculaires qui viennent un peu partout avec la chute des œstrogènes et le renforcement musculaire aide vraiment à stabiliser tout ça. Donc OK et c'est un cas que je vois et je crois que je fais partie de ces cas-là. Je connais beaucoup de pratiquants qui ont un peu plus d'une dizaine d'années de CrossFit et qui sont compétitifs et que j'ai l'impression qu'ils veulent être encore compétitifs. Mais forcément, quand on a commencé dans la vingtaine et peut-être qu'on arrive à la quarantaine, ça fait toujours pas on peut pas s'entraîner pareil. Qu'est-ce que tu conseillerais, de par ton approche kiné, pour que ces gens-là restent compétitifs, mais puissent, durer dans le temps, se faire plaisir quand même? Comment tu visualiserais leur semaine d'entraînement, peut-être, leur réhab, je sais pas? quand on avance en âge, pour moi, la récupération est plus importante que quand on a 20 ans. Quand on a 20 ans, on fait un peu n'importe quoi, on peut s'envoyer des grosses charges et finalement, le lendemain, ça va, on récupère mieux. Donc là, plus on avance en âge et plus il faudrait mettre l'accent sur le renforcement complémentaire pour soutenir tout ce qui est musculaire, tendineux, qui vieillit aussi. Mettre un peu plus l'accent sur la mobilité. Plus on a d'amplitude articulaire, mieux ça se passe et ça permet aussi de retourner un petit peu au calme pour, préparer justement aux phases un peu plus intensives, au BOD, aux charges lourdes et cetera. Donc en gros, il faudrait s'échauffer un peu plus longtemps et et avoir des moments dans la semaine où on est, sur de la basse intensité, on va dire, avec, du renfort et de la mobilité. OK. Ouais, vraiment, pondérer un peu un jour sur 2, limite, faire un jour avec une grosse demande pour le corps et un jour peut-être avec une petite demande, pour le corps, ça peut être pas mal. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Enfin et alors peut-être pas à 30 ans, peut-être pas encore être sur un jour sur 2, mais en tout cas, plus on avance en âge et plus je pense le renfort et la mobilité doivent prendre de place pour nous permettre d'aller chercher de la grosse intensité,
un peu plus ponctuellement que quand on a 20 ans peut-être. Ouais, OK, OK. À bon entendeur pour tous ceux qui ont une dizaine d'années de CrossFit. Merci pour cet échange. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Mégane, du coup, alors, en physique et en ligne? Donc, en physique, je travaille à La Roche-sur-Yon, donc j'ai mon cabinet, si vous tapez mon nom sur internet, vous trouverez l'adresse. En ligne, vous pouvez me retrouver sur PhysioMove, donc physio.move sur Instagram où, je reste disponible pour discuter. Je publie de temps en temps quelques petits exercices et quelques petits conseils autour du CrossFit surtout. Super, merci beaucoup. Merci à toi.